Bon matin tout le monde. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme? Oui, vous? Oui, merci. Donc, vous avez eu une semaine de délai. Donc, on est au cours 2 pour nous cette semaine. Donc, dans tous les autres cours, vous êtes dans le cours 3, mais ici, on est au cours 2. Donc, cours 2, je vais vous demander, première étape, si ce n'est déjà fait, je pense qu'il y en a qui sont allés les voir déjà, vous avez les documents pour le cours 2 à télécharger, donc les exercices, puis les différents documents qu'on va utiliser ce matin. Donc, ça, c'est les trucs que vous allez avoir à télécharger. Premier point à l'ordre du jour, un retour sur l'exercice de révision. Quelqu'un qui veut accéder à la réunion? Tout le monde est là. Excellent. Donc, retour sur l'exercice de révision. Ce que je vais faire, je vais subdiviser la classe en petits groupes. Vous avez dans les éléments à télécharger, documents à télécharger, vous avez un petit PDF qui représente ni plus ni moins que la solution pour l'exercice de révision. Donc, ce que je vous demande de faire en petits groupes, c'est de regarder les deux documents, les deux pages, voir si ça coïncide avec vos documents, avec l'exercice que vous avez fait. Attendez une petite seconde, il y a encore quelqu'un qui veut accéder. Donc, bon matin Valérie. Bon matin Valérie. Donc, en petit groupe, vous devez vérifier, comme je disais, la concordance de votre exercice. S'il y a des questions par rapport à ça, on va revenir en grand groupe. Donc, je vous laisse 10 minutes, 10-15 minutes, bon, 10 minutes. On regarde ça, vous regardez ça en petit groupe. Puis, une fois que c'est fait, si vous avez des questions, des insultes ou autres, on regarde ça en grand groupe. Est-ce que ça vous va? Oui. D'accord? Donc, je vous... J'ai à juste vous. une question. Oui, vas-y. J'ai essayé de remettre le travail, Oui, mais ça charge. Dans le fond, le document, il ne se remet pas. OK. Donc, Là, la remise, je viens tout juste de l'ouvrir. Donc, le but ce matin, c'est OK. de regarder ensemble s'il y a des correctifs à faire. Vous allez avoir le temps de les faire. Puis, je vais vous demander de me le remettre en PDF dans les... Donc, je viens tout juste de l'ouvrir, OK, la parfait. remise. Donc, faites-vous-en pas si ça ne fonctionnait pas encore. C'était pas à remettre ce matin, c'était à remettre pour le prochain cours. Ça va? Oui. Excellent. Donc, je vais arrêter mon partage, puis je vais vous subdiviser en plusieurs petits groupes. Donc, 2 à 3 par groupe, puis vous regardez ça ensemble. Rebonjour tout le monde. Est-ce que votre période de consultation est assez bien passée? Oui. Oui. Excellent. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Et moi, j'en ai une question. Vas-y. Et c'est parce que j'étais en train de regarder le PDF, puis dans le mien, comme le contour des murs, la ligne, c'est vraiment épaisse, tandis que le vôtre, il est plus mince. Est-ce que c'est normal? Tu veux dire, on pourra regarder ça. C'est quand tu as créé ton PDF que tu parles? Oui, ben OK. j'avais à côté mon PDF puis le vôtre. Oui. Puis on dirait que les lignes de mur du vôtre sont plus minces que les miennes. OK. Mais on n'a pas changé ça parce qu'on n'a pas touché à ça. C'est pas problématique. Sûrement, quand ils ont créé le PDF, leur
CTB, la table d'impression, n'était pas activée. Donc, les épaisseurs de trait n'apparaissaient pas. Tandis que sur le tien, si on voit les épaisseurs de trait, c'est excellent, c'est ce qu'on veut. Ah, OK, parfait. Excellent. Sinon, avez-vous des questions par rapport au l'exercice de révision? Faites un tour de table, allez-y. Est-ce qu'on aurait un document où on peut voir comment mettre les bons numéros pour les pièces? Un document pour voir les bons Ouais, numéros ou des pièces. quelque chose où on peut, parce que je voyais que vous en avez, mettons, 100 quelque chose. Oui, Puis, exemple, moi, j'avais mis 0,1 ou 0,2. oui. Ça, on va en discuter. C'est pas problématique. La numérotation va toujours être en lien avec le niveau auquel on se reporte. Donc, si, exemple, notre rez-de-chaussée est au niveau 100, bien, nos pièces vont commencer par 100 à ce moment-là. Le 0 sera notre sous-sol. Mais ça, on va en revenir. On va y revenir. C'est pas, ça fait partie des notions qu'on va voir dans notre jeu de plan. Ah, OK. Merci. Excellent. Donc, l'idée, là, c'est que quand on fait notre numérotation, peu importe les niveaux auxquels on se retrouve, on essaie de numéroter nos pièces en fait, dans le sens des aiguilles d'une montre. On commence à l'entrée. Donc, que ce soit notre pièce 0, 1 ou notre pièce 100, peu importe, la deuxième pièce, on va augmenter de 1, et ainsi de suite, dans l'ordre dans le sens des aiguilles d'une montre. Sinon, est-ce que au niveau des échelles, des cotations, est-ce qu'il y a des questions? Ben justement, maintenant que vous en parlez, c'est là que je boque. Tu sais, sur le plan de la salle de bain, là, tu as Oui. comme deux plans différents. Oui. J'arrive pas à changer l'échelle juste pour un. À chaque fois que je change l'échelle, ça change l'échelle pour les deux. C'est ça, c'est en plein ça, ce plan-là. Mhm. Fait que, L'idée là-dedans, c'est d'utiliser les échelles annotatives. Évidemment, si tu as placé ton échelle annotative dans cette vue-là à l'échelle 1 demi-pouce égale 1 pied, puis tu viens choisir ton calque. Donc, exemple, c'était pour faire de la plomberie, j'ai utilisé nouveau plomberie DIM. Bien, quand je fais mes cotes, je vais les faire directement dans cette vue-là. Elles vont se placer à 1 demi-pouce égale 1 pied. Donc, elles n'apparaîtront pas nécessairement dans les autres. Donc, dépendamment de ce qu'on a de besoin, on peut réajuster le tir en fonction des échelles annotatives. Donc, l'idée, là, quand tu fais des cotes, tu viens les faire dans ta fenêtre de présentation. Elles vont se placer exactement à l'échelle que tu as besoin. Si tu en as besoin dans une autre vue, bien là, à ce moment-là, on pourra les mettre à jour puis rajouter une échelle annotative. Tu vois, comme là, cette cote-là est effective dans mes deux vues. À ce moment-là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à jour mes cotes en fonction de mon échelle de 3-8 ou j'ai ajouté une échelle annotative tout simplement. Mais ça, on va y revenir. Mais OK. sinon, l'idéal, c'est quand tu ouvres une fenêtre de présentation puis tu choisis une échelle différente, bien, tu vas aller faire tes cotes directement dedans. Ils vont se placer automatiquement à la bonne échelle. Donc, OK. l'idée qu'on fait des plans agrandis, c'est une très bonne question. Si je viens en mode objet, bien évidemment, si je fais ma cotation ici, puis mon échelle est à 3,16, bien c'est sûr que dans ma fenêtre à 1 demi-pouce égale 1 pied, ça n'apparaîtra pas. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire quand je fais des agrandis, comme j'essayais d'expliquer, j'ouvre ma fenêtre à l'échelle que je veux et je viens faire mes cotes directement là. Donc, si mon plan à 3,16, je ne veux pas voir ces cotes-là, bien, elles n'apparaîtront pas puisque c'est une échelle différente. Donc, à ce moment-là, ils vont apparaître seulement que là. C'est ça la distinction. OK, merci. Bienvenue. Autre question? Donc, l'exercice, ça va bien pour tout le monde. Vous allez pouvoir créer votre PDF puis le remettre dans la remise. J'ai créé la remise qui est disponible maintenant. Donc, dès que vous avez terminé, vous le glissez dedans. C'est formatif, mais j'aime bien voir si tout le monde a réussi à faire l'exercice. Donc, ça va pour tout le monde? Deuxième point à l'ordre du jour, vous avez téléchargé les différents fichiers zip. Donc, vous avez remarqué qu'il faut l'ouvrir pour pouvoir consulter les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, vous avez un petit fichier qui s'appelle exercice cours 2, puis les notes du cours 2. Donc, les notes du cours 2, ce que je vais commencer à utiliser, c'est l'analyse d'un jeu de plan. Donc, tantôt, on a parlé un petit peu comment on les numérotait, etc. On va commencer à
regarder ces notions-là à l'aide de ce PowerPoint-là. Donc, je vais aller l'ouvrir. Moi, je l'ai mis dans mon disque dur. Donc, je me suis fait un petit répertoire. Donc, je ne suis pas très original. Je l'ai appelé Archives. Donc, je vais aller dans Archives. Je me suis fait une session 2020, une année, session d'automne, PEDEX 1. Et je me suis fait un petit répertoire que j'ai appelé cours 2 dans lequel j'ai déposé mes documents. Donc, si je viens chercher mon document analyse de jeu de plan, donc, le but de ces PowerPoint-là, c'est de vous donner des notions de base et ils sont évolutives, évidemment. On va aller de plus en plus loin dans ces jeux de plans-là. Donc, on va parler de la terminologie, la numérotation, justement, comme on parlait tantôt, les mises en page, les élévations, les coupes, les cotations, etc. Donc, ça, c'est ce qui est prévu dans ce PowerPoint-là. Évidemment, dans la diapositive 3, on parle justement des bulles de référence par rapport à nos plans. Donc, dans le bas de nos plans, on va toujours avoir une bulle qui va identifier, le titre du dessin, le numéro du dessin, la page d'où il provient. Des fois, c'est sur la même page, donc le numéro ne changera pas, mais si c'est en relation avec plusieurs pages de dessin, on peut faire la référence d'une page à l'autre. Donc, son nom et son échelle, évidemment. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une page, la page 1, sur laquelle j'ai mis mon plan de construction. Si vous remarquez, ils ont mis des P en avant, ce qui n'est pas toujours nécessaire. L'important, c'est qu'ils soient bien numérotés. Donc, moi, je dis tout le temps, le chiffre prime sur la lettre quand je nomme mes plans. Donc, mon plan numéro 1, qui est mon plan de construction dans ce cas-ci. Plan numéro 2, qui est mon plan de plafond réfléchi. On est toujours sur la page 1, donc la référence se fait en lien avec la page sur laquelle on se retrouve. Et si on regarde ici, on a fait un rectangle avec les coins arrondis avec un type de ligne axe. Puis on est venu dire, OK, moi, je veux faire un agrandi de ma salle de bain sur la même page. Donc, agrandi 1 sur la page 1. Donc, dans ce cas-ci, les références sont vraiment titrées à une seule page seulement. Puis si vous remarquez, j'ai 2 plans sur ma page. Donc, j'ai le plan numéro 1, j'ai le plan numéro 2. Et c'est pour ça que dans un projet relativement simple ou de moyenne petite envergure, bien souvent, j'ai seulement qu'un plan sur mes pages et tout le monde me disait « Hey, mes plans, là, faut-tu que sur la page 1, il s'appelle 1, puis sur la page 2, il s'appelle 2? » Non, votre plan principal, c'est toujours 1, peu importe la page sur laquelle il se retrouve. Et si j'ai une deuxième vue de plan sur cette page-là, là, il va s'appeler numéro 2. Donc, d'une page à l'autre, si j'ai seulement qu'un plan, ça va toujours être 1 comme numérotation. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous comprenez? Aucune réaction? Oui. Je joue au tennis tout seul, là, la balle ne revient pas. Là. Donc, ici, donc pour la numérotation, c'est les principes de base. Évidemment, dans le cartouche, nous aurons les informations sur le projet, sur le client, sur les intervenants, etc. On a une zone où on va donner les dates à laquelle le plan a été émis et pourquoi il a été émis, donc les émissions pour phase préliminaire. On a vu l'année passée, on a une phase finale, mais on pourrait avoir beaucoup d'autres types d'impressions de nos projets. À l'occurrence, si je entre en appel d'offres ou en soumission, je vais faire une série de plans juste pour faire une demande de prix à mes entrepreneurs. Bien, je vais avoir une phase de soumission à ce moment-là. Puis je peux avoir une phase d'exécution qui sera la phase préalable à la construction de mon projet. Donc, ce sera les plans les plus aboutis, qui sont terminés, en fait, finaux, que je vais pouvoir publier pour faire la construction de mon projet. Donc, il y a plusieurs phases qui peuvent être faites à même un projet. Donc, l'impression des plans se fait par phase. Évidemment, ici, dessiné par, nous aurons aussi vérifié par soit un chargé de projet ou un membre de l'équipe qui vérifie nos plans, puisque si on travaille
relativement longtemps sur un projet, bien souvent, on ne voit plus les erreurs. Donc, c'est toujours bon de se faire vérifier par un membre de l'équipe. Justement, on entre dans la numérotation. Là, on a le cas où on avait notre plan. Donc, on a fait l'exemple en tout petit ici de la page 1, puis on avait mis des bulles d'élévation pour faire référence à une autre page. Donc, dans nos bulles d'élévation, oui, on va numéroter l'élévation proprement dit, mais on va lui dire sur quelle page elle va se retrouver. Donc, le chiffre du bas, dans le cas où j'ai un symbole de coupe sur une élévation ou un symbole d'élévation sur un plan, bien, va faire référence à la page où je vais avoir cette information-là. Donc, sur ma page 1, si j'ai mis une bulle d'élévation ici, bien, je lui ai dit, va voir à la page 3, tu vas avoir, dans le cas ici, excusez, la page 2, qui est ma page d'élévation. Puis sur ma page 2, j'ai dit, hey, j'ai fait une coupe là-dessus, va voir à la page 3, j'ai un détail. Donc, le lien entre les pages est très important et il va faire en sorte que mon plan se tient et la coordination entre les pages va se faire. OK? Donc, pour l'entrepreneur ou pour celui qui construit votre projet, bien, il veut savoir où aller chercher les informations supplémentaires. Donc, quand je fais une vue, donc quand je change la plage de vue, donc je pars d'un plan, je vais aller voir l'élévation, je mets ma bulle sur mon plan, je fais référence à ma page, puis si j'ai une coupe, je vais faire référence à ma troisième page dans ce cas-ci. Donc, le chiffre du bas dans ma bulle sur, par exemple, mon élévation, va faire référence à la page 3. Puis si vous regardez le chiffre qui va être dans le bas de la coupe, bien, il va dire, regarde, va voir à la page 2, je t'indique où j'ai coupé. Dans le bas de l'élévation, il dit, ah, va voir à la page 1, l'élévation 2, va voir, je te montre où j'ai fait, où je me place dans la pièce pour voir et quelle orientation je donne à mon élévation. Donc, le lien se fait et c'est pour ça que le chiffre, quand j'arrive sur une page d'élévation, le chiffre du bas ne correspond pas à la page, mais il correspond plutôt à la page d'où il provient. Okay? Donc, il faut faire attention quand on numérote nos trucs. Évidemment, si toutes mes vues sont sur une même page, le chiffre reste le même, mais si je change de page, il faut s'assurer que le lien se fasse avec la bonne page. Est-ce que vous comprenez l'astuce? Oui. Oui. Parfait. Excellent. Donc, ce document-là, document de référence, donc si vous ne vous rappelez pas hey, comment je numérote mes trucs, bien, faites-y référence à ce PowerPoint-là. C'est en fait toutes les données qu'on peut, c'est les données de base, les conventions graphiques. Diapo 5, en fait, c'est un exemple de mise en page sur laquelle, si vous remarquez, là, j'ai vraiment un plan, une élévation, une coupe, etc. Et c'est tout sur la même page. Donc, la numérotation là, de mes bulles, c'est toujours 1, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on voulait illustrer ici, c'est comment on dispose, comment on place nos textes, nos cotes, etc. Okay? Donc, si j'ai des cotes sur une élévation, je vais tenter de les placer toujours à gauche de mon objet. Pourquoi? Parce que l'information numérique va se faire toujours du même côté, donc ça va me permettre de toujours bien lire et ça va m'éviter d'avoir à faire des chevauchements. Donc, si j'ai à mettre du texte, bien, je le sais que je vais le mettre à gauche, un petit peu comme dans la coupe ici. Donc, si j'ai mis mon texte complètement plutôt à droite de ma coupe, je viens tracer une ligne guide, puis je place tout mon texte pour faire mes annotations. Comme ça, si jamais j'ai des cotes à mettre, je pourrais en rajouter du côté gauche. Donc, quand je positionne mes cotes sur une coupe ou une élévation, donc les cotes toujours à gauche, le texte toujours à droite, pour les différents plans, bien, en fait, je vais toujours essayer d'aligner mes cotes le plus possible. Puis ça, c'est une question qui ne m'a pas été posée là, dans l'exercice de révision. Mais quand vous disposez vos cotes, soit les cotes générales ou etc., on va essayer de les aligner. On va essayer de ne pas faire chevaucher les éléments entre eux. On veut que ça soit le plus lisible possible. Donc, on verra aussi qu'il n'est pas toujours nécessaire de donner toutes les cotes. Monsieur, oui. Avant, j'oublie, tu sais, genre sur l'exercice, il y avait comme des fenêtres en courbe. Je sais que c'est vraiment con, mais est-ce que vous pouvez le faire
un 30 secondes? Parce que j'ai comme vraiment de la misère à faire les cotes sur ça. Ben, OK. Oui. Ouais, je sais que c'est bizarre, mais ça. Non, c'est pas bizarre. Mais, j'essaie de revenir à mon dessin. Donc, en fait, c'est des bay windows, donc les fenêtres excèdent le bâtiment. Donc, évidemment, ce que j'aurais à faire ici, si je veux coter ça, bon, je vais coter l'emplacement prime abord de mon élément, première chose. Donc, je vais aller le placer dans EDIM pour l'instant. Je vais venir me faire une cote. La première cote sera positionnée ici. La position de ma cote, on peut les aligner avec une certaine distance. Donc, dépendamment à quelle échelle vous êtes, vous pouvez les positionner. Évidemment, si mon plan est à l'échelle 1/4, habituellement, on vous disait de placer les cotes à la première ligne à 12 pouces, la deuxième à 24, etc. Dans ce cas-ci, malheureusement, ma fenêtre vient un peu casser le rythme. Donc, ce que je vais faire, je vais me placer un petit peu plus haut pour positionner ma cote. L'idée ici, c'est de coter l'ouverture. Donc, dans le cas où j'aurais ça à côté, à cette échelle-là, je ne peux pas donner toutes les cotes. Donc, ce que j'aurais tendance à faire, ce que l'entrepreneur veut savoir, en fait, c'est l'ouverture. OK? Donc, la dimension où la fenêtre va être positionnée, puis dans un élément agrandi, là, je pourrais aller coter de façon alignée, si on veut. Donc, je vais aller me placer avec des cotes alignées. Et là, je viendrai faire ma cote, évidemment, à une échelle beaucoup plus petite dans un plan agrandi. Donc là, ici, c'est une échelle beaucoup trop petite. C'est pour ça qu'il faudrait que je fasse un agrandi, soit à un demi-pouce, ou pour que mes cotes soient beaucoup plus lisibles. Donc, quand j'ai des éléments comme ça à côté, évidemment, à l'échelle 3,16, je n'irai jamais coter tout ça. Je viendrai faire un agrandi et c'est à ça que ça sert les agrandis. Est-ce que ça répond? Oui, merci. Excellent. Je reviens à mon document. Donc, côté mise en page, j'ai des coupes, j'ai des élévations à faire. Bon, j'essaie de, si vous remarquez, la disposition, le texte est toujours positionné de la même manière. On essaie de l'aligner correctement, donc pour que ça soit parfaitement centré et bien, ça soit lisible en fait. Donc, on essaie toujours aussi d'aligner nos éléments. Donc, toutes nos coupes, nos élévations vont être sur une même ligne. Les plans, élévation aussi, je les ai alignés. Donc, la ligne bleue m'indique comment j'ai positionné mes éléments. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Excellent. Donc, ça, c'est peut-être des trucs que vous n'avez pas encore fait, mais ça va venir. Mais c'était juste pour vous montrer la disposition des éléments si on allait faire. Donc, là, si je regarde ici, c'est juste un petit principe d'élévation. Évidemment, quand on fait des élévations, on fait les élévations intérieures de la pièce. Donc, on s'arrête aux murs latéraux. Puis là, si vous remarquez, on avait quelque chose de particulier à illustrer. Parfois, nos élévations peuvent s'en servir comme coupe aussi. Quand on a un détail, par exemple, dans ce cas-ci, c'était au niveau du plafond, on a des caissons. Donc, au lieu de faire une ligne droite pour montrer le plafond, on a des trucs qui se passent dedans sur des retombées. Dans ce cas-ci, c'est des caissons. Donc, si on regarde le plan de plafond réfléchi, on a vraiment des caissons au niveau du plafond. Si on le regarde en plan, on ne voit pas les différentes hauteurs ou les pentes s'il y en a, s'il y a des moulures, des OG, etc. Mais à l'aide de l'élévation qu'on a transformée en coupe, si on veut, ben, on a arrêté au mur intérieur de mon élévation. Ça va. Mais quand on est arrivé au niveau du plafond, on a donné le détail. Donc, on a descendu chacune de nos lignes pour montrer les différents niveaux, puis si on a des moulures à l'intérieur. Donc, on peut, à ce moment-là, se servir de notre élévation pour rajouter, et ça évite d'avoir à faire une coupe supplémentaire ou à faire une vue supplémentaire. À partir de là, oui, on pourrait faire un agrandi si on voulait, mais au moins, on n'a pas besoin de refaire toute une coupe par rapport à ce plan-là. Donc, ça nous aide à ce moment-là à donner un peu plus de détails à notre entrepreneur pour montrer justement qu'est-ce qui se passait dans nos caissons, quelle moulure, et on pourrait même mettre les annotations à ce niveau-là.
Donc, même principe que tantôt, j'ai mis mes cotes à gauche, je fais une ligne et je peux rajouter tout mon texte pour mettre mes annotations sur mes élévations. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Oui, parfait. Au niveau des coupes, on a vu tantôt qu'on avait donc allé un petit peu plus loin là-dedans. Oui, on a mis notre texte tout aligné du côté droit. Ce qu'on a encerclé ici, c'est pour vous montrer que quand on fait la composition d'une cloison, évidemment, je veux aller faire la petite recette. Donc, en fait, la composition de mon mur, c'est, exemple, à partir du côté gauche de mon mur, qu'est-ce que je retrouve? Le premier panneau que je vois, c'est un panneau de gyps. L'espace que j'ai entre les deux, c'est des montants, montants, dans ce cas-ci, des montants de bois de 2 par 4 à 24 pouces centre. Et la dernière portion ou dernier matériau utilisé pour faire ma composition de mur, panneau de gyps 5.8. Donc, la façon de donner une nomenclature, c'est la suivante. C'est en fait, si j'ai plusieurs éléments qui sont côte à côte, je peux venir faire la composition de cette manière-là. Contrairement à, si j'utilise les annotations ici, c'est vraiment pour aller pointer des éléments spécifiques. Puis quand j'en ai plusieurs côte à côte, je peux faire la composition du mur. Mais cette nomenclature-là, c'est vraiment que pour la composition des murs. Je ne pourrais pas aller faire ça n'importe où sur un meuble ou sur cette composition-là. C'est vraiment c'est spécifique au mur principalement. Est-ce que ça va? Oui. Excellent. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez déjà vues, peut-être des choses que vous n'avez pas vues encore, mais l'idée, c'est de clarifier, de vous amener un petit peu plus loin dans la composition de vos jeux de plans. Vous allez sûrement les utiliser aussi dans d'autres cours, ces éléments-là. Au niveau des élévations, bon, les élévations, c'était juste pour montrer le calibrage. La petite distinction que je ferais, moi, de façon générale, ma remarque ici, c'est que le Z élévation 40 serait pour mes lignes de contour. Donc, si j'avais une suggestion à faire, donc ce document-là, c'est pas moi qui l'ai composé, mais on avait statué ensemble et en département que la ligne qui forme les murs latéraux et le plafond, c'est à élévation 40. Donc ici, ça serait cyan au lieu d'être bleu. La ligne de sol sera 60. Pourquoi cette ligne-là? Elle est normalement, on peut la prolonger à l'infini si on voulait. C'est vraiment ma ligne de sol. Elle est plus foncée que les autres. Donc, si vous voulez rajouter une petite annotation dans votre PowerPoint, c'est la suivante. Les lignes qui sont en périphérie seront en 40. Pour les autres, ça va super bien. Donc, les cotes, on a un calque pour les cotes, puis on a une niche à l'intérieur de notre mur. On est venu l'intensifier un petit peu. On l'a mis en vert pour lui donner un petit peu plus d'importance. Puis on a les lignes ici au niveau de la plainte. Donc, on a mis une ligne, la ligne la plus haute de ma plainte. J'ai mis en... La distinction est très, très mince, on s'entend. On est à 0,15 puis 0,9 mm d'épaisseur. Donc, la ligne va juste être plus fine. Et pourquoi on a fait ça? C'est que dans le fond, si on a plusieurs lignes qui sont côte à côte, si je les mets un calibrage plus haut que rouge, ça va me faire une tache noire quand j'imprime, dépendamment de l'échelle. Donc, c'est pour ça qu'ils ont, quand on a des lignes de moindre importance qui représentent en fait les petits retraits qu'on a dans notre moulure, on les a mis en rouge pour les amoindrir, donc les mettre un petit peu plus fines. Okay? Donc, le principe est relativement simple. Quand je fais une élévation, les éléments qui sont les plus près de moi vont être le plus épais. Donc, évidemment, mes lignes de contour. Donc, je les ai mis en cyan. J'ai un élément sur mon mur. Puis, si j'avais des éléments qui étaient complètement au fond de mon mur ici, je pourrais les mettre en rouge puisque c'est des lignes de moindre importance. Et c'est ce principe-là qu'on a utilisé pour faire la plainte. Si vous posez la question pourquoi on ne l'a pas mis vert, puis jaune, puis rouge, ben c'est justement parce qu'on a beaucoup de lignes côte à côte et pour limiter les transferts d'éléments les uns sur les autres, quand on imprime, ben ça va nous donner une ligne très épaisse au lieu d'avoir 3 lignes côte à côte. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour
mettre un calibrage plus fin. Évidemment, si ma plainte, j'ai juste une ligne, je pourrais très bien la mettre le même calibrage que ça, puisque c'est au même niveau. Donc, si vous juste comprendre un peu la nuance, c'est que si vous mettez plus de détails dans vos plaintes, ben la ligne à l'extérieur, je baisse d'un calibrage, puis les lignes de moins d'importance, je les mets en 0,9, c'est-à-dire le rouge. Est-ce que vous voyez l'astuce? Oui. Non, peut-être. OK. Au niveau des coupes et détails, on va utiliser les mêmes calques. Donc, vous avez la section détails, donc Z détails, et vous avez les mêmes calibrages pour faire vos coupes et vos détails, c'est les mêmes. Donc, si j'ai à calibrer ma coupe, ben, tous les éléments qui sont coupés vont être en 0,40. Donc, à l'occurrence, ici, vous allez faire des détails architecturaux, des éléments sur mesure, des trucs comme ça. Ben, les calibrages des éléments qui sont coupés, on s'entend dans une coupe, on coupe vraiment dans tout, presque. Donc, on a le gyps, les deux lignes de chaque côté vont être en cyan. Et si vous remarquez, ce qui est au centre sera en rouge. Bon, on a fait un calque pour les hachures, donc c'est en rouge, c'est le moins important. C'est un symbole graphique. Okay? La ligne de sol, toujours 60. Le texte, les cotes, donc ça va, on les a. Donc, les éléments qui sont coupés. Si vous vous posez la question, c'est quoi le X rouge et le rectangle qui est au sol ici et juste en dessous de la niche? C'est des montants de bois, donc un 2x4, qui est coupé, donc la ligne tout autour du périmètre du rectangle est en cyan, puis le petit X rouge indique que c'est un élément structural, en fait, c'est notre montant de bois. Donc, la convention graphique, si j'ai une pièce de bois qui est structurale, c'est un X. Si c'est une pièce de bois massif, quand on fait du mobilier, par exemple, bien, on mettra le symbole du bois à la place du petit X. C'est ça la distinction du X versus les symboles de bois. Est-ce que ça va? Oui? Non? Peut-être? Oui. Oui. Merci. Les cotes et bon, leur position, donc un petit peu l'exemple que j'avais montré tantôt. Ce qui est important, c'est d'éviter de croiser les lignes d'attache. Donc, il ne faut pas que le texte soit directement sur l'objet, il faut qu'il soit éloigné de façon égale de part et d'autre. Donc, j'essaie de placer mes cotes le plus possible. Je vous avais donné un truc la session passée de vous faire, si j'ai des cotes générales à faire en entour de mon plan, c'est de se faire une polyligne puis de faire un décalage à la distance où je veux avoir mes cotes. Donc, je viens positionner mes cotes directement dessus. Donc, ça, c'est une façon de placer ces cotes. Évidemment, je peux les placer à 12 pouces, à 24, etc., mais j'essaie de les placer toujours de la même façon pour que ça soit équilibré. Donc, ça, c'est une façon de s'assurer que les cotes soient lisibles, puis la visibilité soit donc assurer la visibilité. On sait que dans les plans, on cote les longueurs, les largeurs. En élévation, on priorise les hauteurs. Puis dans les détails, on va avoir des cotes pour les éléments spécifiques, donc soit horizontal, vertical. Donc, on va coter directement sur nos coupes et détails. Ils ont mis une petite note. Ne pas coter ce qu'on achète, on le positionne. Donc, ça veut dire que si j'ai du mobilier acheté puis je viens le positionner, c'est pour ça que dans mon plan d'aménagement, bien souvent, on n'a pratiquement pas de cotes. On va mettre des cotes d'ergonomie, donc les circulations, etc. On va venir les positionner si on veut vraiment les placer à un endroit spécifique. Là, on va donner la cote par rapport au mur, comment on veut le positionner, mais on ne viendra pas coter le mobilier comme tel. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Les lignes de brisure. On va avoir à faire des coupes de murs. Donc, évidemment, si j'ai un mur de 10 pieds, 12 pieds, 8 pieds de haut, je ne ferai pas une coupe complète parce que ça va prendre beaucoup trop de place sur ma page. Puis on s'entend que en haut de ma plainte, puis versus le haut de mon mur,
ben, tout ce qui se passe entre les deux, bien souvent, j'ai la même composition, à moins que j'ai des moulures, des cimaises, etc. Mais si j'ai un mur où il n'y a aucune moulure, on s'entend que la portion centrale est identique en tout point. À partir de 8 pouces jusqu'à un pied du plafond, je vais avoir la même composition. Donc, les lignes de brisure nous permettent à ce moment-là de réduire l'ampleur de notre dessin et tout ce qui se passe entre les lignes de brisure, ça veut dire que c'est exactement la même chose qui se passe. Donc, c'est le principe. Quand j'ai deux lignes d'attache, c'est que je peux éliminer une portion de dessin inutile parce qu'on s'entend, il est identique. Donc, ça me permet de réduire la hauteur de ma coupe, si on veut. En plan, si je fais une représentation en plan d'une cloison, ben, je vais mettre seulement qu'une ligne de brisure. C'est le même principe si je fais un relevé puis j'ai des murs, bon, je fais une pièce en particulier, puis j'ai des murs extérieurs qui se prolongent, ben, quand je mets une seule ligne de brisure, c'est parce que l'élément se poursuit aussi, mais je ne veux pas représenter les autres portions puisque de toute façon, ça n'aiderait pas à la compréhension du dessin. Donc, dans le cas où je mets juste une ligne de brisure, c'est parce que je peux arrêter mon mur là, je le sais que ce qui se passe après, c'est identique. Dans le cas d'une coupe, ben, je veux montrer la portion supérieure, donc je veux montrer la fin de ma coupe, et c'est pour ça que je mets deux lignes de brisure à ce moment-là. Est-ce que vous voyez l'astuce? Oui. Excellent. Il y en a plusieurs dans l'autre groupe qui m'ont demandé, justement, on les fait comment, ces lignes de brisure-là? Je peux vous montrer. Puis j'ai fait une petite capsule aussi parce que plusieurs m'ont dit qu'ils n'avaient pas la barre de menu Express Tools. Donc, j'ai fait une petite capsule pour vous montrer comment aller l'imbriquer dans votre logiciel. Donc, l'idée, c'est de modifier et ajouter cette barre de menu-là. Donc, ça, vous pourrez aller voir la capsule vidéo, ça sera à faire en termes d'exercice. Donc, dans Express Tools, j'ai dans la section centrale, ligne de brisure qui va me permettre d'aller dessiner mes lignes de brisure, justement. Donc, si je fais un exemple sans rien changer, dans le cas présent, on m'indique que le petit Z du milieu va avoir 4 pouces de haut. Donc, faisons un test. Je vais tracer ma ligne, donc d'un point à l'autre. Quand je vais faire Enter, il va faire la petite ligne de brisure. OK? Si vous vous posez la question pourquoi ma ligne est si large, c'est qu'en fait, le dernier utilisateur dans ce dessin-là a fait une polyligne avec une épaisseur. Donc ça, si je fais polyligne, je peux vous montrer. Donc polyligne, je clique un point de départ, on voit qu'elle a une épaisseur, elle est à 1/2 pouce. Donc l'idée, c'est de ramener cette largeur-là. Donc je clique sur largeur, je la ramène à 0, Enter, 0. Et les prochaines polylignes que vous allez tracer vont être fines. Donc, si ça arrive dans un projet, puis vous avez des polylignes qui sont hyper larges, c'est dû à ça. Donc là, si je refais ma petite ligne de brisure de tantôt, je vais avoir une ligne fine à ce moment-là. Donc, je peux ajuster la largeur de mes polylignes. Je peux aussi ajuster le format du petit Z par l'option 16 ici. Donc, il est à 4 pouces. Et ça, on va l'ajuster en fonction de l'échelle de mon dessin. Donc, ça, c'est visuel, là. Quand je vais faire une coupe, évidemment, je suis à une échelle beaucoup plus petite. Je vais, plus grosse plutôt, je vais ajuster le format. Donc, dans le cas présent, si mon petit Z, je ne le trouve pas assez gros, je fais S pour 16 et je viens tout simplement l'ajuster. Donc, je vais l'exagérer, là. Je vais mettre à 12 pouces, par exemple. OK? Donc, je peux ajuster le format selon mes besoins. OK? L'idée, c'est que le Z n'excède pas ce que vous êtes en train de couper. Donc, si je fais ce mur-là, puis je prends ce Z-là comme ça, c'est beaucoup trop gros. Le 4 pouces serait suffisant dans ce cas-ci. Donc, ce menu Express Tools-là, vous allez voir la petite capsule que je vous ai mis déjà dans Léa. Vous allez pouvoir l'intégrer dans votre AutoCAD. Donc, je vais s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de questions, je vais resubdiviser le groupe en équipe de 2 à 3. Ce sera sûrement les mêmes qui vont être générés. Ce que je vous demande de faire, c'est de répondre à ces questions-là
en fonction du jeu de plan que je vous ai remis. Donc, dans les documents que je vous ai remis, vous avez une petite section, c'est jeu de plan. Vous prenez le premier jeu de plan et vous l'analysez, vous répondez aux questions. Donc, ça, je vais vous laisser une demi-heure. Je vous laisse analyser ça ensemble, puis on revient en grand groupe après. Est-ce que ça vous va? Oui. Excellent. Merci de votre attention. Rebonjour tout le monde. Bonjour. Donc, si on fait l'analyse ensemble, donc un petit tour de table. Donc, pour le jeu de plan A, on nous demandait quel est le format du jeu de plan. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, si on était en présentiel, vous auriez eu en main les grands plans, on les aurait imprimés, etc. Là, c'est par PDF, évidemment. Donc, c'est quoi le format de notre jeu de plan? Tablier vertical. Le fond de plan par lui-même, c'est du 11 par 17? C'est pas Archec, monsieur? En fait, dans ce cas-ci, si on regardait le nom du fichier, c'était marqué 24 par 36. Donc, le jeu de plan, c'est une fois imprimé, c'est du 24 par 36. Évidemment, en PDF, ils ont été imprimés en 11-17, mais le jeu de plan initial, c'était du 24 par 36. Petite colle ici. Donc, c'est du 24 par 36. OK. Sur quelle page on retrouve la légende des équipements? D3? Et des 4. Exact. Donc, on a cette légende d'équipement-là va être à la fois sur le plan D3 et D4. Ça va pour tout le monde? Oui. Quelle échelle, c'était quoi l'échelle de l'élévation E5 sur la page D5? Il n'y avait pas d'élévation E5. OK. C'était E1. La page D5, l'élévation. Est-ce que j'ai le bon fond de plan, moi? Oui, dans le demi. Ben, c'est Sur la parce page qu'il D5. y avait deux jeux de plan. C'est ça. Donc, dans le premier jeu de plan, il n'y avait pas d'élévation. Non, OK. Dans le deuxième jeu de plan, c'était quoi l'échelle? un demi. Exact. OK, donc, les élévations, habituellement, on va grossir notre échelle, donc un demi-pouce égale un pied. Donc, dans ce cas-ci, c'était un demi-pouce égale un pied. Pour le jeu de plan, donc, on a comme deux réponses possibles, puisque dans le premier jeu de plan, il n'y avait pas d'élévation à cette page-là. OK, quelle est la date d'émission pour la date d'émission préliminaire? Le 25 du 11 2019. Exact. Donc, on voyait ici dans le cartouche les différentes phases d'émission, puis la préliminaire, effectivement, c'était le 21. Ah bon, ça va pour tout le monde? Donc, les informations, on peut les retrouver à différentes places sur nos jeux de plan. Donc, l'idée, c'est d'aller voir dans notre cartouche, dans le plan, etc. Où retrouve-t-on le symbole FX et il sert à quoi, en fait? Il signifie quoi? Est-ce que vous l'avez trouvé, ce symbole-là? Je pense pour le fini de plafond, puis il se retrouve dans le plan de plafond. Oui, c'était quelle page? Oh shit. D9. Donc, sûrement, dépendamment des jeux de plan, là, on avait deux. Donc, ici, dans le jeu de plan A, c'était des 9, effectivement. Puis le FX, c'était pour les finis de plafond. Ça va pour tout le monde? Oui. J'entends tout le temps les mêmes parler, là, mais j'espère que ça va pour tout le monde. Quelle est l'épaisseur de la cloison type 3? Est-ce que vous avez trouvé cette info-là? Ben, c'est parce qu'il y avait deux cloisons de type 3, mettons. Il y avait deux jeux de plan. Oui, c'est ça. Donc, si on commence par le A, parce que l'idéal, là, c'est de faire un jeu de plan à la fois. Là. 6 pouces. 6 pouces, ouais. Donc, on trouvait ça où?
La page D5. Donc, D5, c'était notre plan de construction, effectivement. Donc, la cloison type 3, l'épaisseur, c'était 6 pouces. exact. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Évidemment, si on faisait l'analyse du jeu de plan B, possiblement que cette épaisseur-là varie. L'idée, c'est de faire le premier jeu de plan, puis après ça, on pourra regarder l'autre, mais les principes restent le même. Donc, je voulais juste qu'on fasse l'analyse du jeu de plan A principalement, puis si vous aviez le temps de faire la B, tant mieux, mais les informations, c'est sensiblement les mêmes endroits où on va les retrouver. Donc, créer une table de matière qui se retrouverait sur la page titre. Évidemment, si on fait une table des matières qu'on viendrait positionner sur notre page titre, donc ici, il n'y en avait pas de page titre, mais si on en mettait une, on pourrait à la limite la mettre dans notre... Si on n'avait pas de page titre, on pourrait mettre une légende des feuilles ici. Donc, est-ce que quelqu'un qui en a composé une, qui pourrait nous dicter un petit peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on devrait retrouver sur cette table des matières-là? Moi, je l'ai fait. OK. Tu veux-tu juste nous la dicter, voir... D00, note générale. D1, plan existant et démolition rez-de-chaussée. D2, plan existant et démolition sous-sol étage. D3, plan aménagement rez-de-chaussée. D4, plan aménagement sous-sol et étage. D5, plan construction rez-de-chaussée. D6, plan construction sous-sol et étage. D7, élévation rez-de-chaussée. D8, plan des besoins électriques rez-de-chaussée. D9, plan de plafond rez-de-chaussée. D10, plan défini rez-de-chaussée. Excellent. Donc, ça va pour tout le monde. Donc, la table des matières correspond en tout point à la liste de nos différents plans dans l'ordre dans lequel on les positionne. Donc, voilà. C'est excellent. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Où retrouve-t-on les conditions générales de chantier? C'est pas... T00. Ouais. Donc, ça serait sur la page des... effectivement, on la retrouve là. Ces conditions générales de chantier-là, cette note-là en particulier pourrait se retrouver sur chacun de nos plans. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les conditions de chantier. Donc, c'est vraiment les notes générales qu'on peut dire qu'on pourrait imbriquer à notre cartouche et on pourrait les retrouver sur toutes nos pages. Pourquoi? Parce que c'est des notes qui sont importantes, puis on pourrait les inclure à notre cartouche si on le voulait. On les positionne, si on a une page de notes générales au complet, oui, ça va être notre première section, mais comme je vous dis, dans certains projets, on va vouloir l'appliquer dans nos cartouches, puis c'est pas une mauvaise chose. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est redondant ». Pas tant. En fait, c'est que l'idée de redondance, c'est d'éviter d'avoir à répéter, si on a fait une erreur, de le répéter 50 fois. Mais on s'entend que si dans AutoCAD, j'inclus ces notes-là dans mon cartouche, donc dans le bloc du cartouche, puis j'ai fait une erreur dedans, je le modifie une fois, puis c'est un bloc, bien, il va se changer sur toutes mes pages. Donc, l'idée de redondance dans ce cas-ci, c'est relativement, on peut régler le problème d'erreur ou de manque de coordination. Donc, ces conditions-là, vous allez les remarquer dans certains jeux de plans, ils vont les avoir imbriqués directement dans le cartouche. Vous allez les retrouver sur chacune des pages. Et pourquoi? C'est que dans le fond, sur le chantier, bien souvent, le jeu de plan, ils vont détacher les feuilles, puis certains sous-traitants vont utiliser une seule feuille à la fois. Donc, les conditions de chantier, c'est un petit rappel, un petit aide-mémoire. Regarde, oublie pas ça, oublie pas ça. Donc, ces éléments-là, si on les retrouvait dans notre cartouche, ça pourrait être une bonne idée. Est-ce que ça va? Oui. Donc, sur quelle page on retrouve les spécifications sanitaires? D5. D5, correspondrait à notre plan de construction, effectivement. Est-ce qu'il y aurait un autre endroit où on pourrait les inclure, cette légende-là? C'est une bonne question, hein? En fait, sur notre plan d'aménagement, habituellement, on va retrouver l'ensemble, je peux aller trop loin, on devrait avoir l'ensemble des spécifications des éléments qu'on retrouve dans nos plans. Donc, normalement, dans notre plan d'aménagement, on devrait avoir aussi notre liste de sanitaires. Pourquoi? Parce qu'on les voit là aussi. Donc, tout ce qui est illustré sur ce plan-là, on devrait les avoir.
Ça n'avait pas été fait, mais l'idéal, ce serait, on le mettrait aussi. Est-ce que ça vous va? Oui. Donc, dites-vous, là, par principe, si un élément est visible, donc j'ai fait ma gestion de calque, j'ai allumé tous mes trucs, bien, s'il est visible, il faut que je sois en mesure de le décrire, il faut que je sois en mesure de l'identifier. Donc, l'entrepreneur ne doit pas se poser une question, cet élément-là, c'est quoi? Il regarde la légende, c'est là. Si c'est illustré dans mon plan, je devrais avoir à tout le moins une légende, une note spécifique qui va le détailler en particulier ou à tout le moins une identification qui va faire foi de ce que c'est cet élément-là. Ça vous va? Donc, ça, c'est les principes de base. Plan B, si vous l'avez fait, on peut le regarder aussi. Donc, la série B, j'imagine qu'il y a pas mal de réponses qui vont être identiques. Ça se peut que ça change s'il y a des pages qui ont été rajoutées en cours de route. Donc, format de plan, même chose, 24 par 36. La légende des équipements, on trouvait ça où dans ce cas-là? Est-ce qu'il y en a un ou une qui l'a fait? En fait, sur le plan d'aménagement, à tout le moins, les équipements vont être identifiés. Est-ce que sur le plan de construction, c'est nécessaire? Non. Pourquoi? Parce que les équipements, habituellement, on ne va pas les identifier, les différents équipements. S'ils sont là, oui, je viendrai les spécifier. Donc, dans ce cas-ci, les mettre, les équipements, on devrait avoir la liste. OK? Donc, dépendamment du mandat, dépendamment de si les éléments sont existants, nouveaux, etc., achetés, spécifiés, ben, on va les retrouver sur les deux plans à ce moment-là. OK? Au niveau de est-ce que vous avez eu le temps de le faire, la section pour le plan B? Oui. Pas vraiment. OK. Non, il y en a que oui, donc on peut quand même passer à travers rapidement. Donc, on a dit tantôt quelle échelle d'élévation. Donc, on avait dit à page D5. À page D5, il n'y avait pas d'élévation non plus. La seule élévation est à la page D7, je crois. C'est ça. Donc, D7, on avait des élévations à 1/2 pouce égale 1 pied qui sont ici. Oui. OK. La date d'émission pour préliminaire dans ce projet-là, est-ce qu'il y en avait une? Non. C'est ça. Donc, il n'y avait pas de phase préliminaire dans ce cas-là. C'était l'avancement des travaux, c'était des remises, puis c'était définitif. Donc, dans ce cas-ci, il n'y avait pas de phase préliminaire. Donc, aucune date pour ça. FX, ça va être la même chose. Donc, le fini de plafond. Épaisseur de la cloison type 3. C'est 4 pouces. Exact. Vous voyez, donc, dans ce projet-là, la cloison type varie d'un projet à l'autre selon les besoins. Si j'ai des cloisons avec un montant de bois métallique, etc. Donc, la composition peut varier d'un projet à l'autre. L'épaisseur aussi va varier. Donc, dans ce cas-ci, type 3, 4 pouces et demi. La table des matières, bon, en fonction, donc ça, on ne la refera pas, mais c'est vraiment en fonction de notre liste de plans à faire. Les conditions générales, dans ce cas-ci non plus, ils ne les ont pas mis page par page. Donc, sûrement sur la page de note générale, on devrait avoir les conditions générales de chantier et c'est le cas. Donc, première section de nos notes générales, c'est les conditions de chantier. Les spécifications de sanitaire, s'ils ont utilisé le bon principe, normalement, on devrait les avoir, ça aussi, sur notre plan d'aménagement puisqu'ils sont visibles, puis sur notre plan de construction, il devrait être là. La plomberie ou les sanitaires, c'est la même chose. OK? Donc, principe de base, vous voyez qu'il y a certaines lacunes, même dans ces jeux de plans-là. On voit que si l'élément est illustré, il devrait être décrit. Donc, dans le plan d'aménagement, dites-vous que tout est là. Donc, tout devrait être décrit, honnêtement. Donc, les légendes, là, plan d'aménagement, seulement, on a vraiment beaucoup de textes, beaucoup de spécifications. Est-ce que ça vous va pour l'analyse? Oui. Oui. Super. Je vais revenir au plan révision 4 de tantôt. OK. Moi, ce que j'aimerais que vous apportiez comme changement, c'est celle-ci. Sur l'agrandissement de la salle de bain, donc à l'échelle 1/2 pouce égale 1 pied, j'aimerais que les cotes de plomberie soient affichées.
Puis sur le plan à l'échelle 3/8 égale 1 pied, que les cotes de mobilier soient affichés. OK? Alors, le but de cet exercice-là, je vais vous laisser 5 minutes pour analyser la chose. Ce que je veux, c'est sans même allumer et éteindre des calques, je veux pouvoir avoir seulement les cotes à un endroit. Donc, si jamais ils apparaissent dans les deux, il faut pouvoir ajuster notre système annotatif pour qu'il soit visible seulement qu'à l'échelle prévue pour la chose. Donc, ça veut dire que dans mon plan de droite, j'ai seulement que les cotes pour la plomberie. Dans mon plan de gauche, je vais avoir seulement que les cotes de mobilier. OK? Puis si vous, visuellement, si vous regardez les deux systèmes de cotes, il y en a un qui est coté en pouces, il y en a un qui est coté en pieds. Donc, je vous laisse 5 minutes pour penser à la chose, puis je vous donne la solution puis les pistes de solutions pour corriger le tir. Donc, je vais arrêter le partage. Je vous laisse regarder ça, puis je reviens dans 5 minutes. OK? Bonjour tout le monde. Donc, par principe, si je regarde mon plan initial, moi, j'avais les cotes de plomberie dans mes... Est-ce que vous m'entendez tout le monde? Oui.
Ouais. Oui. Donc, dans mes deux vues, si vous remarquez, là, j'ai vraiment le calque plomberie qui est allumé, donc dimension plomberie dans les deux. Ça, c'est correct. Mais l'idée, c'est que si je fais un plan agrandi, je ne veux pas répéter les mêmes informations. Donc, par principe, on va corriger ça. Moi, je vois que dans mes deux vues, j'ai mes deux échelles de cote. Pourquoi? Parce que je le vois à 3,8 puis je le vois à 1,5. OK? Donc, la façon de faire qui est la plus efficace, c'est qu'en fait, dans cette vue-là, qui est ma vue à 3,8, j'aimerais ça juste avoir mes cotes de mobilier. Donc, je vais commencer par celle-là. Je vais sélectionner les cotes que je ne voudrais pas avoir. Donc, je peux en sélectionner plusieurs. Dans mon tableau à noter, je vais aller dans la section échelle, puis je vais lui dire que je veux supprimer une échelle d'annotative. Ce que ça fait, c'est que si dans mon tableau, j'ai plusieurs échelles disponibles pour cette cote-là, bien, elle sera visible dans toutes les vues correspondant aux échelles qui vont être incluses dans le tableau. Donc, si je clique là-dessus, ajout ou supprimer des échelles, ça ne supprime pas la cote. Ça fait juste la rendre visible à l'endroit où je veux en fonction de l'échelle. Donc, moi, je sais que dans cette vue-là, par exemple, mon échelle, c'est 3,8. OK? Est-ce que je veux les voir, ces cotes-là? Non. Donc, à l'échelle 3,8, je vais lui dire, je ne veux pas de voir là. Donc, je vais supprimer l'échelle et quand je vais faire OK, bien, elles vont disparaître et elles vont rester à l'échelle 1/2 pouce égale 1 pied. Ça veut dire que ma cote, maintenant, il n'y a seulement qu'une échelle disponible. Elle sera visible seulement dans la fenêtre correspondant à l'échelle annotative que j'ai demandée. Oui, non, peut-être. Oui. Donc, même principe pour les cotes de mobilier. Si je viens dans ma fenêtre ici, elle est un petit peu trop petite, mais je suis capable quand même d'aller sélectionner mes cotes. Si je sélectionne mes cotes que je veux modifier, je retourne dans ma liste d'échelles. Et cette fois-ci, je veux les voir à 3,8. Donc, à 1,5, je ne veux pas les voir. Je supprime et je fais OK. Donc, maintenant, ils sont visibles seulement que là. Dernier point, et non le moindre, je veux coter en pouces pour mon mobilier versus les autres cotes de plomberie, de murs, etc. C'est en pieds-pouces. Donc, quand je veux coter en pouces dans une vue ou dans un système en particulier, je peux sélectionner mes cotes. Et dans mon tableau à noter, j'ai les systèmes de cotes disponibles. Donc là, on me dit que c'est sur Design intérieur, Impérial, Archi. Donc, moi, ce que je veux utiliser mobilier. Donc, je descends dans ma liste, puis je vais aller voir. J'en ai un qui s'appelle Design Impérial Mobilier. Et lui, il cote en pouces. Donc, je vois tout de suite mes cotes se modifier avec le système que j'ai besoin. Dans le tableau, vous en avez une multitude, là, mais il y en a deux principaux qu'on veut utiliser. C'est le Archi, le premier, ça c'est pour vos cotes générales, pieds-pouces pour tous vos plans. Puis le deuxième qu'on utilise, c'est Impérial Mobilier. S'il y a des chiffres à côté du mobilier, c'est qu'ils sont positionnés à une échelle bien spécifique pour des cas particuliers. Donc, ça, on n'utilise pas ça pour l'instant, mais les deux principaux qu'on utilise, c'est vraiment mobilier et archi. Est-ce que ça vous va? Donc, le système annotatif va me permettre, sans même allumer et éteindre des calques, dire quelle information en termes de texte, en termes de cote, je veux voir d'une vue à l'autre. Donc, ça c'est aussi bon pour tous les symboles. C'est aussi bon pour le texte. Donc, pourquoi le symbole C1, je le vois ici, puis je le vois là? C'est si je le sélectionne, puis je regarde ces échelles, c'est parce que les deux échelles sont disponibles. Donc, si le fini, je ne veux pas le voir dans une certaine vue, ben, j'ai juste à supprimer l'échelle et il va être visible seulement dans la vue que je veux. Donc, en fonction de son échelle. Est-ce que ça vous va? Oui. C'est clair pour tout le monde? Donc, ça, à corriger dans votre exercice de révision, je vais avoir les codes de mobilier dans la première vue, puis je vais avoir les codes de plomberie dans la deuxième vue. Puis si vous remarquez, je les ai déplacés pour faire correspondre à ce qu'on avait demandé là, dans votre PowerPoint, dire les cotes, on cote où? Bien, l'idéal, si je peux, je vais coter à l'extérieur pour ne pas chevaucher mes lignes. Donc, les cotes dans le corrigé, ils étaient positionnés par-dessus les objets. Bien, si je n'avais pas le choix de les coter vraiment à droite parce que je n'ai pas de place,
ben, j'éteindrais certains calques. Donc, les équipements, je les éteindrais dans cette vue-là pour pouvoir coter, donc pour limiter les chevauchements de ligne. Là, j'ai l'opportunité de pouvoir coter à côté, ben, je vais le faire. Ça va me permettre de vraiment respecter les critères de convention graphique quand je viens pour coter. Est-ce que ça vous va? Oui. Excellent. Dernier point aujourd'hui, c'est des exercices que vous devez faire. Donc, j'ai mis dans Léa un petit dossier dans lequel vous avez les exercices du cours. Donc, j'ai mis un fichier cadre. Ça, c'est juste pour vous pratiquer. On ira le voir. Vous avez les exercices d'exploration, donc un jeu de plan à corriger, à remplir les bulles. Donc, comme on a fait dans les exemples du PowerPoint, comment on numérote les différentes pages, bien, vous avez un exercice pour faire ça. Un exercice d'apprentissage aussi. Donc, vous avez à compléter les infos sur le PDF. Ça, je vais vous le montrer. On a une arborescence à créer. Mais si on regarde les coupes de murs type, je vais faire oui, il est en lecture seulement, c'est pas grave. Donc, juste pour vous montrer, je vous donne des coupes de murs déjà préétablies. Puis vous avez à côté vraiment tous les types de moulures qu'on pourrait intégrer à nos coupes. Donc, l'idée, là, c'est de venir positionner des plaintes, des moulures contre vos murs. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'avec AutoCAD, quand on fait des tailles de murs, on ne part pas de zéro. Je veux toujours vous donner un exemple de départ, puis vous allez les ajuster en fonction de vos besoins dans vos projets. Donc, si vous remarquez, j'ai fait une coupe totale sur le mur. Évidemment, on pourrait rajouter des lignes de brisure éventuellement, mais c'était juste pour vous donner un exemple. Puis, si vous voulez vous pratiquer, bien, vous pouvez aller positionner vos différentes moulures dessus. On montre ici les éléments architecturaux utilisés pour faire nos différentes coupes. Bien, je vous ai parlé tantôt, les montants de bois 2x4, sa représentation graphique, un 2x3, un 1x3, la laine isolante si on en a à mettre dans notre cloison. Puis vous avez aussi les montants métalliques, dépendamment des projets. Okay? Donc, ça, c'est des éléments de base. Donc, c'est des blocs que vous pouvez utiliser pour faire vos différentes coupes. Soit dit en passant, si je mesurais une pièce, bien qu'on l'appelle 2 pouces par 4 pouces ou un 2 par 4, sa valeur ou sa dimension réelle, est-ce que vous la connaissez, la dimension réelle d'un 2 par 4? Oui, c'est 1,5 par 3,5. Exactement. Donc, pourquoi? Parce que mes pièces de bois ont été séchées, ont été ajustées, puis les vraies dimensions, c'est 1,5 pouce par 3,5 pouces. La même chose pour le 2 par 3, 1,5 pouce par 2,5, puis un 1 par 3, ben, c'est 3/4 par 2,5 pouces. Donc, voilà. Donc, les dimensions sont réelles. Ici, vous pouvez les utiliser pour faire vos coupes. Vous avez différentes moulures. Puis, j'ai mis aussi une petite légende des différentes hachures qu'on va utiliser pour faire nos coupes. Donc, vous avez les panneaux de gyps, dépendant de l'échelle, du contreplaqué. Vous avez des panneaux de particules, du béton, etc., du métal. Donc, vous avez les différentes hachures qu'on peut utiliser dans nos coupes pour faire nos coupes de mur type éventuelles. Donc, vous avez ce fichier-là, gardez-le précieusement. Vous allez pouvoir l'utiliser en temps et lieu, mais si vous voulez juste aller voir ce que ça a l'air, puis faire des manipulations, bien, vous pouvez vous amuser avec ce fichier-là. Donc, ça, c'est à vous, ça vous appartient. Donc, les deux PDF, si je n'ai pas besoin de les ouvrir, vous avez tout simplement à remplir les bulles sur les différents plans, donc faire la pagination, vous assurer que tous les cartouches sont remplies, etc., en fonction de ce qu'on a vu aujourd'hui. Création d'une arborescence, ça, je vais l'ouvrir. Donc, création d'une arborescence, c'est juste vous montrer une méthode pour gérer vos dossiers projets. Donc, on a un projet à faire. Bien évidemment, on va avoir plusieurs types de documents, puis on veut les conserver précieusement. Donc, moi, ce que je fais bien souvent, je vais me faire une arborescence. Donc, je vais me créer un dossier. Donc, première étape, je vais me créer un dossier avec le nom de mon projet.
Je fais un exemple. Le numéro de projet, le nom de projet, ça va être le dossier principal dans lequel je vais venir faire un nouveau dossier que je vais appeler 1 document, 2 conception, 3 dessin, 4 émission. C'est-à-dire que cette différente arborescence-là, ben, je vais pouvoir aller glisser mes documents directement dans mon dossier projet, puis je vais être sûr de toujours les retrouver et que ça soit tout bien organisé. OK? Donc, bon, bien souvent, ce que je vais faire, je vais me faire un premier exemple, puis je vais donner ces noms-là. Le premier nom ici, je peux laisser nom de projet, numéro de projet. Puis, c'est ce répertoire-là que je peux recopier le nombre de fois que je veux. Je n'aurai pas besoin de refaire ça à chaque fois, me faire des subdivisions à l'intérieur. Ils vont toujours être faits. Fait que je me crée un dossier de base, puis ce dossier-là, je le recopie tant aussi longtemps que pour chaque nouveau projet. Donc, si je décortique un document, qu'est-ce que je vais avoir dedans? Bien, dans le document, je vais avoir les codes, les normes. Je vais avoir les coordonnées des intervenants si j'en ai, le mandat, le devis, donc le devis par rapport aux équipements, aux finis et matériaux. Donc, vous voyez les petits dossiers qui sont là. C'est un petit répertoire que vous créez à l'intérieur de chacune des petites chemises. Il va en avoir un pour les échéanciers, les documents de référence, donc les photos, les relevés, les fonds de plan vont tout être positionnés toujours à la même place. Donc, ça, c'est de la section documents. Deuxième section qu'on avait, c'est la conception. Donc, dans conception, on va avoir les images d'inspiration. Si on a fait des rendus, si on a fait des 3D, etc., on va pouvoir venir les positionner dans notre section conception. Les dessins. Bon, le dessin de base, si on a le plan d'origine, le plan d'existant qu'on a reçu de l'architecte, d'un intervenant quelconque, d'un sous-traitant, peu importe, on vient déposer nos documents. Si on a des cartouches particuliers pour ce projet-là, des détails qu'on a fait, ça peut être des scans, des trucs qu'on a fait à main levée, mais tous les dossiers dessins vont venir être déposés là-dedans. Les élévations, les dessins d'études, les légendes, les plans. Si on a fait un calcul de superficie parce qu'on a une planification énorme, bien, on a fait des calculs de superficie, on a fait plein d'études, bien, on va venir les positionner là-dedans, puis les différents tableaux. Évidemment, chaque section, ça ne veut pas dire qu'à chaque projet, je vais avoir des documents dedans, mais l'idée, c'est que mon arborescence est créée. Quand je me crée un nouveau projet, bien, je prends ce dossier-là, je m'en fais une copie, puis là, je viens déposer mes différents documents dedans, et c'est comme ça que je peux bien archiver mes documents. Même chose pour émission. Bien, émission, c'est si j'ai émis des plans, bien, je vais avoir la date, le pourquoi, qui, etc. Puis si j'ai des documents que j'ai en référence à mettre, bien, je vais pouvoir les mettre là-dedans aussi. Donc, principe d'arborescence que le département a adopté, je vous demande en termes d'exercice de vous créer un dossier puis venir faire chacune des sous-sections dedans pour qu'on puisse prendre ça comme exemple pour les prochains projets qu'on va faire. Mais ça, à la base, je comprends que c'est pertinent, mais c'est vraiment une méthode de travail personnel. Oui, absolument. Ben, c'est la méthode que les profs ont statué puis ont dit, OK, garde, on leur en montre une. Ça serait le fun qu'ils l'utilisent. Puis comme ça, si dans chacun de vos projets, vous travaillez toujours de la même façon, bien, vous allez toujours, si je vous demande de me remettre votre dossier projet, bien, moi, je m'attends à voir ça dedans. C'est sûr que s'il y a des photos d'inspiration, des trucs comme ça, bien, je vais pouvoir aller voir dans votre arborescence vos différents fichiers, puis c'est comme ça que je peux m'y retrouver plus facilement. Tandis que si tout le monde travaille de n'importe quelle façon, bien, je peux chercher très longtemps vos fichiers. OK, je comprends. C'est bon? Cool. Donc, voilà ce que votre travail à faire cette semaine. Je reste disponible jusqu'à 10h40 pour répondre aux questions s'il y en a. Sinon, vous avez le Ah, puis travail monsieur, oui. Le plan qui datait d'il y a 2 semaines, il est à remettre aujourd'hui? Le plan qui est à... Ben, je veux dire, la première exercice qu'on devait faire, il est dû pour quand? Ben oui, en fait, vous avez jusqu'à au prochain cours le remettre. Oh, okay. La remise est faite. Comme on a des petites modifications à y apporter, je vous laisse le temps de les faire pour pouvoir le remettre. OK, parfait. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Oui. Donc, je vais arrêter le partage, je vais arrêter l'enregistrement. Comme je vous dis, je reste en arrière-plan si vous avez des questions. Sinon, vous savez les travaux à faire pour les exercices à faire pour cette semaine. C'est bon. Merci. Super. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.